Quelque part, nous sommes en train de parler avec le sens et le quoi faire de quelque chose qui relève du projet au sens premier du terme, du projet de société. Et pour le coup, je suis très honoré d'accueillir Monsieur le Président David Lisnard, à qui je donne la parole pour la conclusion. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est parfait. Oh, très bien, merci. Merci de votre intérêt et merci de nous avoir convié l'Association des maires de France à travers moi à la conclusion de vos travaux. Alors, il est pour moi très difficile de les conclure puisque je n'ai pas assisté à vos travaux et que je viens de vous rejoindre. Mais en tout cas, je voulais vous remercier de votre intérêt et saluer Mathias Dufour et Christopher Sullivan, notamment, qui m'ont contacté et que je salue chaleureusement. Et pour vous dire que ce que je viens d'entendre à l'instant me paraît extrêmement capital lorsqu'on parle à la fois de transition écologique, de transition énergétique et également numérique, et qu'on concilie les deux. Alors, je ne sais pas dans quel sens commencer, mais il est évident que il faut déjà avoir conscience de l'enjeu qui est l'enjeu de société qui est le nôtre. Je crois qu'aujourd'hui, cette conscience, elle est une réalité, et que cette conscience donc se traduit en politique publique, et que ces politiques publiques, pour concilier la performance et le sens, et les deux s'alimentent, hein, le sens, la perception de la finalité de ce que l'on fait, la perception de la noblesse de la mission, bien évidemment, renforce la motivation, la mobilisation et donc la performance. Et la performance qui génère des résultats donne une concrétisation au sens. Alors, je ne vais pas rester dans ces généralités, mais je crois qu'en matière de transition énergétique en particulier et de numérique, la difficulté a été dans un premier temps de faire prendre conscience au grand public et donc à ceux qui les représentent, c'est-à-dire les élus. Les élus sont des citoyens parmi les citoyens mandatés de l'urgence et de la pertinence de mener ces transitions, et ensuite de donner les moyens pour mener à ce titre le fait de raisonner déjà avec un horizon positif, avec la foi dans la capacité de répondre à la transition énergétique, qui a une finalité qui est celle autour de 3 objectifs. Premier objectif, comment lutter contre la part anthropique du réchauffement climatique à travers des politiques publiques. 2, et ça c'est l'objectif prioritaire, donc c'est la lutte contre le réchauffement climatique et la part qui est due à l'homme. 2, comment lutter contre les effets d'atteinte à la biodiversité. Et 3, comment lutter contre les particules fines. Ça, c'est la première axe. Le deuxième axe, qui est dans votre intitulé, c'est celui du numérique. Comment faire en sorte que le numérique soit un élément donc, de résolution de solutions, mais soit aussi, et c'est aussi votre intitulé, d'inclusion, c'est-à-dire de capacité d'entraîner le grand nombre et chacun. Et au niveau des politiques publiques, c'est absolument fondamental parce que d'un point de vue du service public, le politique a 2 missions. 1, proposer du service public. 2, proposer des règles de régulation. Enfin, les règles de régulation, proposer de la régulation, pardonnez-moi. Et donc proposer de l'organisation de la société. Sur le service public, alors moi j'ai une approche qui est une approche de subsidiarité. Donc je le dis très très clairement, c'est-à-dire que je pense que la puissance publique ne doit intervenir que lorsque, et ça c'est la subsidiarité horizontale, la société civile, la société tout court, le marché n'intervient pas. Ça c'est la subsidiarité horizontale. Et deuxièmement, la subsidiarité doit se faire de façon verticale mais ascendante, c'est-à-dire qu'on doit d'abord chercher à régler ces problèmes localement, puis ensuite à les régler à l'échelle la plus élevée. Sur l'environnement, on a besoin de 2 approches. À la fois une approche de service public de qualité, mais aussi une approche de régulation et d'avoir une politique globale de résolution des problèmes environnementaux. C'est-à-dire qu'il faut concilier le penser local, agir global, et le penser global, agir local. Il nous faut les 2 approches, inductive, subsidiarité, et déductive, parce qu'on ne réglera pas les problèmes de transition énergétique sans régulation internationale et sans normes internationales
de production, d'utilisation d'énergie décarbonée. C'est tout l'enjeu actuel autour du nucléaire en particulier et des énergies renouvelables. Donc on voit bien qu'on est déjà dans une ambivalence et dans une richesse d'approche. Comment faire en sorte que le service public soit lui-même inclusif par le numérique et accompagne la transition énergétique. Inclusif par le numérique, cela signifie que le numérique doit être un moyen de performance publique, mais qu'il n'amplifie pas les fractures de la société et surtout qu'il réponde aux objectifs du service public. Donc je fais un petit focus sur le numérique. C'est quoi le service public? Le service public, en vertu de la subsidiarité, en vertu de ce que je viens de dire, c'est ce qui est universel et continu. C'est-à-dire que c'est le service essentiel que l'on doit aux habitants, à chacun, et qui permettent à chacun d'y accéder, quelle que soit sa condition sociale, quelles que soient ses croyances, quel que soit son sexe, son âge, quelle que soit également sa santé, etc. C'est toute la grandeur et la noblesse du service public. Donc le numérique, lorsqu'il exclut aujourd'hui 14 millions de Français, par exemple, de l'accès aux services publics numériques, peut être une source, et d'ailleurs le défenseur des droits l'avait bien dit, d'amplification de la fracture. Ou au contraire, lorsque le numérique est un moyen au service de l'inclusion par la bonne formation, par la complémentarité des services, qu'il concilie l'humain et le digital, là, il est un moyen inclusif. Donc, tout ça pour vous dire que le numérique, comme toute technologie, ne doit pas être une fin en soi. Hein, c'est la définition même de l'humanisme, c'est la fameuse phrase de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc, le numérique est un moyen, et pas une fin. 2, le numérique est un moyen parmi d'autres moyens. 3, ce moyen parmi d'autres moyens est devenu un moyen incontournable et porteur de progrès potentiels. Voilà la boucle rhétorique et dans laquelle on est, et au-delà de ça, même toute la problématique que l'on doit affronter. Donc pour cela, il y a plusieurs façons d'aborder les choses, et en particulier de ne plus opposer, et malheureusement, les 2 décennies qui viennent de s'écouler, à mon avis, ont été très négatives de ce point de vue-là, où le numérique est apparu en remplacement de l'humain. Il y a bien sûr un remplacement sur des tâches, et comme toute transition technologique, c'est l'approche schumpeterienne, et donc il y a une transition sur les fonctions. Mais le numérique, comme toute transition, crée des potentialités qui créent de l'emploi. D'où la nécessité pour les organismes de formation d'être présents, et pour la nécessité d'avoir une immense souplesse et réactivité pour en permanence pouvoir se former. Les études, qu'elles soient de l'Organisation mondiale du travail ou autres, montrent que d'ici 2050, il faudra revoir plus de 50% des formations continues, au moins. Donc c'est un immense enjeu d'abord commercial, évidemment, mais c'est aussi une façon de démontrer que le numérique, ce moyen-là, ne se fait pas forcément au détriment de l'humain. Et pour parler de façon très concrète, lorsqu'on numérise un service public et que ça se traduit par le fait qu'on n'a plus affaire à un être humain, mais qu'on a affaire à soit un tapé dièse, tapé étoile, ou à un formulaire uniquement en ligne, je pense qu'on dessert la cause du service public, et que l'on dessert la cause d'un numérique au service de l'humain. Et en cela, et moi je le vois dans la collectivité qui est la mienne, on a réduit la masse salariale, on a augmenté les rémunérations, mais je puis vous assurer que grâce à la numérisation et au gain de productivité, tout en faisant des économies, en défendant le contribuable, on a plus d'agents au service des usagers. Et que lorsque vous appelez l'américaine, j'en parlais hier soir en conseil municipal et j'en suis très fier, eh bien, cette mairie qui voit sa dette diminuer chaque année, on en a 60 millions d'euros de baisse de dette en 7 ans, qui a réduit depuis 8 ans toutes ses dépenses courantes, qui a réduit son nombre de salariés, mais qui a augmenté sa rémunération, eh bien, et qui a numérisé un certain nombre de services, qui a dématérialisé un certain nombre de procédures, il n'empêche que quand on appelle l'américaine, on tombe H24 sur une personne humaine. De même, lorsqu'on déploie les services publics, on transforme des services qui étaient en back-office administratif. Ceux-là, on essaie de les numériser, de les dématérialiser, et on met les agents au service du public. Donc, le public doit toujours avoir le choix entre
une approche purement numérique, s'ils le souhaitent, et progressivement, ça se fera par les comportements, ou une approche physique. Si on n'a plus ce choix, on amplifie les fractures et, à mon avis, on rend un mauvais service. Et je pense que c'est une approche, le numérique doit être au service de la remise sur le terrain du service public. On n'a jamais eu autant de fonctions publiques en France, 5 600 000 agents, et aussi peu de services publics physiques sur le terrain, notamment en zone rurale. Donc, il y a une contradiction. Pourquoi? Parce qu'on a sous-investi, on n'a pas fait de plan CAPEX de la fonction publique, notamment d'État, et donc on a, hormis Bercy, qui est très performant sur le plan numérique, quand on a mis en place du numérique, c'est pour enlever des agents. Or, le numérique devrait être pour enlever des tâches pénibles des agents, notamment des tâches de back-office administratif, et permettre à des agents physiques d'être présents sur le terrain, en particulier en zone rurale, et c'est ce que l'on essaie de faire avec différentes initiatives. J'ai apporté des chiffres, alors moi j'ai du mal à lire les notes, mais j'ai des éléments, les 2055 maisons France Service qui ont été labellisées, les 3992 postes de conseillers numériques France Service qui ont été créés, et les 2500 tiers-lieux recensés par l'association France Tiers-Lieux. Je crois beaucoup au développement des tiers-lieux pour faire le lien entre les habitants physiques et la multiplicité des services. Donc cette approche numérique, elle a aussi une vocation environnementale lorsqu'elle est maîtrisée, lorsqu'elle permet d'améliorer les bilans carbone et d'éviter les déplacements inutiles, lorsqu'elle permet de faire des économies d'échelle, bref, de lutter contre les gaspillages. En revanche, il y a aussi du gaspillage numérique et de l'aliénation aux écrans par cette société de l'attention dont parle si bien Bruno Patino. Donc voilà, le numérique, il est porteur, c'est incontournable, il est porteur d'immenses progrès, on va être en croissance exponentielle, mais il est aussi porteur de façon symétrique de danger, comme toute innovation et comme toute révolution technologique. Pour parler maintenant d'environnement, et pour parler du deuxième rôle de la puissance publique, donc il y a l'organisation et la performance publique, l'optimisation, et le numérique en est un outil. Le deuxième rôle, c'est celui de la définition des règles communes. C'est le rôle du législateur, c'est le rôle du normatif, bon, c'est le rôle classique. Et la transition énergétique, la transition écologique se fera par cette convergence des initiatives locales et de règles globales intelligentes. Or, c'est rarement le cas. C'est rarement le cas, d'abord parce que les vraies règles environnementales devraient être mondiales. La taxe carbone devrait permettre d'avoir de ne plus privilégier en termes de compétitivité les productions fortement émettrices de carbone. On ne devrait plus avoir de distorsion de concurrence au profit de l'énergie carbonée, c'est-à-dire des centrales à charbon allemandes ou chinoises. Donc ça devrait obséder, entêter toutes les relations diplomatiques commerciales pour qu'il y ait une réciprocité dans la décarbonation des processus de production. Et ce sont des enjeux mondiaux colossaux, évidemment. D'où la nécessité d'avoir une gouvernance mondiale environnementale, non pas supranationale, mais internationale, mais qu'on cesse de nous mettre des boulets de compétitivité en Europe et notamment en France et dans les pays qui ont une énergie décarbonée pilotable qui s'appelle le nucléaire et au profit de produits. Moi, je suis pas un protectionniste. En revanche, je suis pour la réciprocité. Et donc, en l'occurrence, on a besoin d'une gouvernance mondiale sur la transition énergétique. Mais l'essentiel des initiatives, elles se prennent toujours quelque part et elles sont locales. Et je peux vous exprimer une multitude d'exemples qui montrent à quel point le niveau intermédiaire de régulation, c'est-à-dire de régulation européenne, nationale et maintenant malheureusement régionale à travers les SRADET et à travers tous ces schémas directeurs qui s'imposent à nous, se fait au détriment des initiatives locales en transition énergétique. On doit retrouver le sens de la subsidiarité et retrouver beaucoup plus de capacité d'initiative au plan local. J'avais évoqué, d'ailleurs, lors du Congrès des maires, un exemple que j'ai sur ma commune, mais qui montre l'absurdité des règles. Il y a eu à un moment donné un choix de l'éolienne. Je ne suis ni pour ni contre l'éolienne. L'éolienne peut être un complément d'énergie, mais on connaît les difficultés de l'éolienne à la fois sur le plan paysager, mais également sur le plan environnemental par les techniques qu'utilise l'éolienne et puis par le fait qu'elles produisent peu et qu'elles ne sont pas pilotables et qu'on ne réglera pas nos problèmes de développement
par les forêts d'éoliennes à la place pour l'instant, des centrales nucléaires, j'espère demain d'hydrogène, mais pour que l'hydrogène soit propre, il faut qu'il y ait une électrolyse, donc qu'il y ait une énergie électrique qui elle-même soit propre. Donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux que l'hydroélectrique et le nucléaire, hein, qui sont deux piliers en plus du savoir-faire français, enfin, qui étaient des piliers du savoir-faire français. Et bien sûr, donc aujourd'hui, un maire ne peut plus s'opposer à l'implantation d'une éolienne qui va peut-être détruire son paysage, détruire son attractivité, générer différentes nuisances, y compris environnementales. En revanche, donc un maire pourra se voir interdire de réaliser un projet de panneaux solaires sur l'existant. Cet exemple que je vais vous citer, alors il faut se méfier des exemples, mais la multitude des exemples fait quand même une réalité inductive. Et moi, par l'AMF, j'ai des centaines, voire des milliers d'exemples qui me remontent de communes. La commune de Cannes avait été lauréate d'un appel à projet qui avait été lancé par l'Union européenne et par l'ADEME, soutenu par l'État français. Et donc, on avait été lauréat dans le cadre de l'indépendance énergétique et donc la transition énergétique des îles en Méditerranée. Et donc, on a un archipel d'îles sur la commune de Cannes, les îles de l'Érins, dont les deux plus grandes sont Sainte-Honorat et Sainte-Marguerite. Et sur l'île Sainte-Marguerite, il y a une unité de tri des déchets. Cette unité de tri des déchets, quand j'étais gamin, c'était une unité d'incinération. Puis aujourd'hui, il n'y a plus d'incinération sur l'île, mais il y a une unité de tri. Et ensuite, ça retourne sur le continent. On a été lauréat pour éviter qu'il y ait de garder le câble sous-marin et parallèlement donc de mise en place de nouvelles batteries qui permettent de rendre l'énergie solaire beaucoup plus pilotable, de beaucoup plus la stocker. Le stockage électrique est un des grands enjeux des prochaines années. Donc, on a été lauréat, on a eu nos partenaires, Enedis, Engie, etc. Et puis, ensuite, on a un espace en plein air, mais qui ne se voit absolument pas de l'extérieur, parce qu'il est entouré d'une forêt et inaccessible au public, avec une centaine de containers. Et donc, nous avions un projet de préau à 1,80 m de hauteur, donc d'une canopée solaire, qui permettait d'alimenter ces batteries nouvelle génération. On a été lauréat. On a eu l'accord de l'architecte des bâtiments de France, on a eu l'accord de la commission des sites, le soutien du préfet, les félicitations européennes et des financements de l'ADEME et européens. Et au moment de passer aux appels d'offres, on s'est retrouvé avec un avis conforme qui nous a bloqué le projet. Ça fait 4 ans, on n'a pas pu faire le projet de l'Adréal, uniquement parce que le site est classé, en oubliant la finalité des choses. Et donc, pourquoi vous racontais-je ça? Parce que il y a une multiplicité aujourd'hui des règlements contradictoires et on étouffe complètement la capacité des initiatives locales qui sont multiples. On fait des capteurs à carbone avec les posidonies, y compris mortes. On se retrouve face à des réglementations débiles qui nous font perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Donc, pour réussir à avoir un territoire, moi j'aime pas territoire au pluriel, hein, un territoire inclusif, et ce terme inclusif doit être manié avec précaution, c'est-à-dire qui permettent de réussir la transition énergétique et numérique, qui permettent à chacun de se sentir appartenir à ce territoire. Il faut d'abord du sens, que ce sens doit partir d'un sens civique, d'objectifs communs. Il faut que le service public soit un vrai service public, donc il puisse permettre, et le numérique est un outil qui peut permettre à des personnes porteuses d'un handicap d'avoir accès au travail, d'avoir accès aux services, donc un numérique maîtrisé qui ne flingue pas l'humain, mais qui vient en support de l'humain au contact du public, est un outil d'inclusif. Le numérique est bien sûr connecté à l'algorithmie et à l'intelligence artificielle, un élément de progrès scientifique extrêmement puissant, qui seul permettra de régler le défi énergétique et notamment la lutte contre le réchauffement climatique. Et enfin, qu'on ait un accompagnement par des formations de haut niveau, et de niveau d'ailleurs, de bon niveau plutôt que de haut niveau, adaptées à tous ces métiers et avec une capacité au cours de sa vie de s'adapter à l'évolution technique et de ne pas partir sur des schémas qui fichent tout, aussi bien les choix industriels que les schémas juridico-administratifs, que les schémas de formation. On réglera ces problématiques et ces défis et qui sont porteurs d'immenses dangers, mais aussi d'immenses opportunités, qu'en réussissant à concilier le service public et les facteurs de production que sont le capital. Donc, il faut une capitalisation, il faut des moyens financiers colossaux pour investir. On pourrait parler longuement de la robotique, de la réindustrialisation, de la relocalisation, donc des circuits courts industriels. C'est faisable, y compris sur les produits dits à faible valeur technologique. J'ai une tribune qui doit sortir à ce sujet, je crois, après-demain dans le Figaro, où je parle de l'exemple du pullover. On n'est pas condamné à faire fabriquer nos fringues
en Asie ou au Sri Lanka ou au Bangladesh. Et la relocalisation, contrairement à ce qu'on nous raconte partout, n'est pas condamnée à se faire sur des produits eux-mêmes porteurs de beaucoup de technologies. On peut avoir des produits de base, mais qui en revanche sont produits par de la haute technologie, par du numérique, par de la robotisation, et qui génèrent de nouveaux métiers. Donc, de la nécessité d'avoir une formation pour ces nouveaux métiers. C'est tout à fait faisable et possible si on sort des poncifs habituels. Et c'est ainsi qu'on conciliera le numérique, le service public, l'inclusion et la transition énergétique. Et cela ne se fera pas sans les communes, cela ne se fera pas sans la force locale. Il y a une capacité d'innovation à l'échelle locale qui est prodigieuse, qui ne demande qu'à être catalysée, mise en réseau, organisée, stimulée, encouragée et surtout non entravée. D'où la nécessité aussi d'inventer les nouveaux métiers juridico-administratifs. Je pense qu'on parle toujours moi, j'ai souvent coutume de dire qu'on n'a pas besoin de multiplier les métiers pour coder l'informatique. Il faut des codeurs, mais c'est assez facile finalement. On a ouvert une école Simplon à Cannes qui marche très bien. Coder, c'est facile. Décoder le monde, c'est beaucoup plus compliqué. Et plus le monde avance, plus on aura besoin de décoder le monde. Et on aura besoin de décoder le monde pour bien l'organiser. Donc, il y a bien évidemment un champ colossal de formation sur les métiers numériques, sur les métiers de la technologie, sur la maîtrise des enjeux environnementaux, mais aussi et surtout sur les nouveaux métiers juridico-administratifs. Et je sais à qui je m'adresse en disant cela, mais je pense que le fait de concevoir une nouvelle façon d'aborder le droit, de permettre des dispositions d'ordre public pour empêcher la nuisance environnementale, mais permettre la liberté de création est absolument essentiel. À titre personnel, ce n'est pas une position de l'AMF, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait supprimer de la Constitution le principe de précaution, qui est un frein à l'innovation, au circuit court, à l'audace, à l'industrialisation, et qu'il faut le remplacer par un principe de responsabilité, qui est presque une tautologie, qui est presque superfétatoire en droit d'ailleurs, mais qui doit nous ramener à la réalité, c'est-à-dire des règles d'ordre public, mais ensuite c'est à chacun de faire en sorte de les respecter avec ses moyens. Je vous donne un exemple de ce qu'il ne faut pas faire sur le plan juridique et sur la façon d'envisager les règles, et je terminerai là-dessus. Dans la loi climat et résilience de mémoire du 22 août dernier, qui est bourrée de bonnes intentions, comme l'enfer en est pavé, et qui, en exécution, nous crée des problèmes inouïs. Sur les ânes, zéro artificialisation nette, on est en train de créer une usine à gaz, sans faire de mauvais jeu de mots, qui risque de priver des territoires ruraux de développement. Or, on sait que le développement en territoire rural, c'est ce qui va nous permettre aussi de réussir la transition énergétique et d'éviter cette surconcentration de population dans les métropoles, qui est une source de nombreuses nuisances, y compris environnementales, et puis de fractures sociales et de non-inclusion, d'exclusion. Toujours dans la loi climat et résilience, il y a une disposition sur le bilan carbone des entrepôts. Il est évident qu'il faut décarboner l'économie et la production ou le commerce. Mais au lieu de donner une valeur aux externalités négatives carbonées, ce qu'aurait dû faire la loi, dans l'esprit du législateur du XIXe siècle, c'est-à-dire de dire, voilà les dispositions d'ordre public qui font que pour tel entrepôt de tel volume et de telle activité économique, eh bien, le bilan carbone doit être de temps. Au-dessus, c'est une infraction et il doit y avoir un malus financier, voire des mesures de répression plus fortes. En dessous, il peut y avoir un bonus, par exemple, incitatif fiscal. Ça aurait été une mesure intelligente qui aurait tout de suite créé une multitude d'initiatives pour lutter contre la carbonation. Le législateur, complètement bouffé par le conformisme technocratique et par le fait que la politique est trop souvent devenue une excroissance de la haute fonction publique, eh bien, a introduit les modalités dans la loi. Et aujourd'hui, on vous dit un entrepôt doit avoir un toit végétalisé. C'est absurde. Certains entrepôts doivent avoir des toits végétalisés. Pourquoi pas ? Mais d'autres, il vaut mieux que le patron de l'entrepôt, le propriétaire, investisse sur un nouveau processus de ressources énergétiques, par exemple, ou alors change ses machines-outils. Ça sera bien plus efficace. Donc, au lieu de dire comment faire aux acteurs économiques, c'est-à-dire au lieu d'aller jusqu'à l'allocation, à la définition de l'allocation des ressources, le législateur et le réglementateur, vous me permettrez ce néologisme, en arrivent à dire comment il faut faire
aux individus et aux acteurs économiques. Et ça, pour moi, c'est absolument calamiteux. Donc voilà une multitude de réflexions que je laisse, et parfois provocatrices, que je laisse à votre réflexion pour conclure vos travaux. Elles sont peut-être complètement à côté du sujet que vous avez évoqué, et je vous prie de m'en excuser, mais elles sont peut-être aussi complémentaires, je l'espère, et en tout cas, elles renvoient au rôle du politique, donc au rôle du citoyen. La crise civique qui est la nôtre est une crise majeure, et ce n'est pas que… on ne naît pas politique, on le devient, pour paraphraser Simone de Beauvoir. Donc, la perception des enjeux, la nécessité de nous apprendre à être conscients de notre responsabilité civique, de nos responsabilités économiques, des métiers qui les accompagnent et qui permettent d'accompagner de la performance et de trouver du sens, d'apprendre à nous passer de l'État. L'État n'a pas à nous dire le nombre de légumes qu'on doit bouffer chaque jour. C'est nous qui devons en avoir pleinement conscience. Eh bien, tout cela, ce sont des enjeux qui renvoient à la politique, à l'éducation, à l'instruction, à la formation, à la performance, qu'elle soit publique ou privée, et qui me paraît permettre de développer à la fois une société beaucoup plus inclusive, beaucoup plus respectueuse des enjeux colossaux qui sont ceux de l'époque, qui sont les enjeux écologiques, qui sont les enjeux numériques et qui sont les enjeux démocratiques, donc politiques et civiques. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion de vos travaux. Et je suis à vos dispositions avec des notes qui m'ont été préparées, qui doivent être certainement très bien et beaucoup plus en phase avec ce que vous attendiez. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Voilà. Monsieur le Président David Lisnard, merci beaucoup pour ces mots de conclusion et les perspectives que vous dressez. On comprend qu'effectivement, au-delà des deux transitions économiques, il y a aussi une transition démocratique. Merci beaucoup pour ces perspectives, et permettez-moi, au nom du président de Le Plus Important, Mathias Dufour, et de toutes ses équipes, de vous remercier vivement et chaleureusement pour ce mot de conclusion, et bien évidemment ces vœux de remerciement s'adressent à tous nos intervenants et aux participants à ce colloque national. Je vous en remercie. Merci à vous. Merci. Bonne soirée à tous. Merci.